Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque Auclair Mistral. Dans le cadre de ce 19e Printemps du Livre de Grenoble, nous avons le plaisir d'accueillir les Rebecca Alighieri pour son dernier livre, Il est des hommes qui se perdront toujours, publié aux éditions POL en mars 2020. Bonjour Rebecca Alighieri. Vous êtes née à Marseille où vous avez passé votre enfance et votre adolescence. Vous êtes agrégée de lettres modernes et vous enseignez dans un lycée de banlieue parisienne. Et alors nous n'allons pas entretenir le mystère plus longtemps, donc vous vous écrivez bien sous deux noms de plume, Emmanuelle Baya-Mactam et Rebecca Alighieri. Oui. Voilà. Donc sous votre vrai nom, Emmanuelle Baya-Mactam, vous avez publié une douzaine de romans et une pièce de théâtre chez POL. Vous avez reçu le prix du Livre Inter en 2019 pour votre roman Arcadie, Oui. que vous étiez venu présenter au Printemps du Livre. Et puis en 2013, vous prenez le pseudonyme de Rebecca Alighieri. Vous allez commencer une nouvelle œuvre littéraire en parallèle de celle d'Emmanuelle Baya-Mactam. Vous publiez ainsi 3 romans, toujours chez POL, Husband en 2013, Les garçons de l'été en 2017 et Il est des hommes qui se perdront toujours en 2020. Vous publiez aussi votre premier roman pour la jeunesse, Éden, en 2019 à l'École des loisirs. Alors, sous le nom de Rebecca Alighieri, on peut dire que vous explorez une écriture plus narrative, proche du roman noir. Et d'ailleurs, vos 3 romans ont en commun d'avoir un texte centré sur un meurtre. Votre univers est sombre, vos personnages sont en marge, en butte à l'injustice, voire à l'exclusion. Et pourtant, la force de votre écriture, c'est d'éviter tout pathos et nous faire rencontrer des personnages lumineux, pleins de grâce, qui, malgré les difficultés, refusent les assignations et toute forme de déterminisme. La finesse de votre regard vous permet de naviguer entre la critique sociale et le thriller. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de votre œuvre pendant toute la durée de la rencontre. Et nous allons débuter pourtant avec Il est des hommes qui se perdront toujours, que je vais résumer en quelques phrases. Donc au son de Céline Dion et d'Ayam, vous installez une tragédie dans les quartiers nord de Marseille, au sein d'une fratrie ravagée par la folie paternelle. Karel se débat avec sa propre violence, Hendrika est beaucoup trop belle, et Mohand, le martyr idéal d'un père toxico. L'amour, il se vivra ailleurs, au passage 50, le camp de gitans voisin. Mais peut-on grandir en conjurant une telle enfance, faite de souffrance et de manque ? Alors, votre roman se situe à pour décor la ville de Marseille dans les années 80 jusqu'aux années 2000 à peu près. Et est-ce qu'il aurait pu se passer ailleurs que dans cette ville de Marseille ? Alors, difficilement, parce que c'est vraiment la seule ville dont je puisse dire que j'ai une connaissance intime. Et en écrivant Et les hommes qui se perdront toujours, c'est vrai que voilà, je déplie un peu la ville dans ma tête, j'avais mes repères et j'aurais difficilement pu situer le récit ailleurs, d'autant que Marseille est vraiment plus que le cadre du récit, hein, c'en est un personnage à part entière. Et donc, et c'est la ville qui m'inspire le plus, de toute façon. Hein. Donc, ça m'arrive de situer mes récits ailleurs, en particulier, à Paris ou dans d'autres régions de France. Mais c'est quand même Marseille qui m'inspire. Et une autre référence indirecte à Marseille dans votre livre, c'est Antonin Artaud, qui est quand même omniprésent tout au long du récit, à commencer par le titre. Si vous pouvez nous en parler, du coup. Bien sûr. Alors, Artaud, c'est de toute façon une figure majeure pour moi. Hein. J'ai écrit un texte il y a quelques années que j'ai publié chez POL qui s'appelle Le Triomphe, où j'avais imaginé le dialogue posthume d'Antonin Artaud, de Václav Nijinsky et de Franz Kafka. Et déjà, dans ce texte, je recyclais un certain nombre de citations d'Artaud. Ensuite, il s'avère qu'Artaud est marseillais, ce que finalement les Marseillais savent peu. À ma connaissance, il y a un lycée Antonin Artaud à Marseille. Il paraît même qu'il y a un musée, mais moi je ne le connais pas. En tout cas, il n'existait pas quand moi j'étais enfant. Et donc c'est une figure qui est très peu revendiquée par les Marseillais, et qui d'ailleurs a jamais joué la carte du régionalisme. Et en même temps, voilà, pour moi c'est un auteur important. Et c'est vrai que j'ai voulu placer le livre sous l'égide d'Artaud, parce qu'en plus il y a un lien entre Artaud et la toxicomanie, que finalement moi j'ai ces 2 personnages, ce couple parental qui est toxicomane, et donc voilà, ça m'intéressait de faire circuler Artaud dans le texte, hein, donc j'ai donné son nom à la cité imaginaire dans laquelle vivent mes personnages, et puis
Chez Artaud, ce qui m'intéresse aussi, c'est la colère, la vocifération, la vitupération, la provocation. Donc voilà, il y a quelque chose de la hargne d'Antonin Artaud que j'ai un peu infusé dans le récit. Qu'on retrouve dans les personnages aussi. Et qu'on retrouve dans les personnages, puisque j'ai imaginé que mon narrateur avait lu Artaud, hein, et qu'effectivement, lui aussi s'y retrouvait un peu. Mais d'ailleurs, le titre du livre est issu d'un texte qu'a écrit Antonin Artaud. Oui, un texte très très provocateur où en gros il dit aux institutions, de toute façon il est des hommes qui se perdront toujours. Alors là, homme est vraiment à entendre dans son acception non genrée, hein. Il aurait pu dire il est des âmes, d'ailleurs Oui. plus loin dans le texte il parle d'âmes et non pas d'hommes, donc il faut vraiment l'entendre au sens large. Et le discours d'Artaud, c'est de toute façon il y a des individus qui veulent se perdre. Laissez-les tranquilles sur la façon dont ils vont le faire, et si pour eux c'est l'opium, parce que c'est un texte sur l'opium, ben laissez-les se droguer tranquillement. Alors, c'est pas mon propos, hein, c'est pas des choses que je vais reprendre à mon compte, et en même temps, dans ce discours finalement très transgressif, voilà, c'est quelque chose que j'aime chez Artaud, hein, cette transgression, cette subversion, il est jamais là où on l'attend. Même sur l'amour, il a des discours qui sont à contre-courant de tous les discours possibles et imaginables. Alors, nous, on a été complètement bouleversés en fait par cette 4e de couverture, ces 3 phrases que je vais relire. L'espérance de vie de l'amour, c'est 8 ans. Pour la haine, comptez plutôt 20. La seule chose qui dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée. Alors, pour nous, ces 3 phrases, elles illustrent vraiment un des sujets forts du livre, voire de l'ensemble de votre œuvre, et à savoir la violence. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de violence ? Oui, il y a plusieurs formes de violence, bien sûr. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, hein. La violence, j'en ai peur. J'ai plutôt tendance à la fuir dans la vie, quoi. Et en même temps, elle me fascine. Et comme beaucoup de gens, enfin, je suis lectrice de romans noirs, de romans policiers. Je suis spectatrice de séries qui mettent en scène des crimes horribles, etc. Donc, il faut aussi interroger chez nous cette fascination. Peut-être un peu malsaine, en tout cas, qui veut dire sans doute que la violence, elle est en nous. Maintenant, quand j'écris sous le pseudonyme de Rebecca Alighieri, c'est vrai que je m'autorise des choses que je ne m'autorise pas quand j'écris sous mon nom. Par exemple, effectivement, les homicides et la violence physique. Mais de toute façon, m'intéresse aussi la violence symbolique, la violence psychologique. Mais quand je publie sous ce pseudo, c'est vrai que je m'intéresse plutôt à la violence effective, aux pulsions meurtrières, ce que je ne fais pas du tout quand je publie sous mon nom. Et là, dans Les hommes qui se perdront toujours, il y a beaucoup de violence physique, hein, puisqu'on a un père maltraitant, mais il y a aussi de la violence sociale, de la violence symbolique, hein, qui s'exerce sur finalement ces habitants des cités, surtout s'ils sont arabes, comme c'est le cas de mon jeune narrateur. Donc, toutes les formes de violence m'intéressent. Maintenant, je vais plus loin peut-être dans Les hommes qui se perdent toujours, effectivement, il y a beaucoup de violence physique. Il y a aussi toute cette violence liée à l'époque là, des années 90 avec le chômage, le sida, la drogue, on en parle beaucoup, quoi. Et ça s'ajoute en fait à chaque fois à cette violence physique. On rajoute ça par-dessus. Carrel aussi, les institutions sont pas tendres avec lui, quoi. Oui, alors c'était des années dures, hein. Bon, les années que nous vivons actuellement le sont tout autant, mais d'une autre façon. Mais c'est vrai que les années 80-90, elles étaient quand même plombées par l'épidémie de sida, à Marseille comme ailleurs. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui en sont morts. C'est vrai que sévissait encore beaucoup l'héroïne, les drogues dures. Aujourd'hui encore, à Marseille, il y a beaucoup de trafic. L'héroïne semble passer de mode, mais enfin, il y a d'autres drogues tout aussi ravageuses. J'ai oublié un petit peu mon propos là. La question c'était... Oui, je parlais aussi des violences institutionnelles Oui. par rapport à Carrel. Alors effectivement, ça s'est quand même amélioré, mais c'est vrai que l'école peut être d'une très grande violence, hein, avec des enfants comme Carrel, qui finalement auraient envie de faire des études, auraient de l'appétence intellectuelle, des curiosités, voire des facilités. Et c'est vrai que là, ce que je raconte dans le livre, c'est que finalement, très vite, on l'oriente vers une voie technologique. Et encore, il fait des études, hein, puisqu'il va être finalement aide-soignant puis infirmier, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que quand moi j'étais ado, j'ai vu s'exercer sur certains de mes camarades cette violence symbolique due à leurs origines sociales ou ethniques, hein. Et pour le coup, l'école a vraiment changé. Et
je suis prof, hein, et je la vois moins s'exercer, cette violence symbolique-là. Parce que quand on lit Carrel, en fait, il a du vocabulaire, il sait s'exprimer. On sent qu'il y a du potentiel, quoi, en fait, derrière. Oui, et derrière ce jeune homme, effectivement, quoi. à une exception près, il y a une Oui. prof qui effectivement le soutient, les autres auraient plutôt tendance à lui dire bah, tu es beau, tu vas être mannequin, et comme tu viens de la citer, de toute façon, tu ne feras pas d'études. Mais je répète, hein, je trouve que les choses se sont beaucoup améliorées dans l'éducation nationale dans ce domaine. Il y a une autre phrase aussi qui avait eu du retentissement pour nous, c'est celle-ci. Il est temps d'en finir avec les horloges, les successions, les patrimoines, temps d'en finir aussi avec la biologie qui ferait de moi le fils de mon père. Et donc cette phrase, c'est Carrel qui la prononce, donc le personnage central du livre. Et en fait, elle résume très bien son obsession, qui est en fait, est-il ou non dépositaire de la violence de son père. Et il y a cette question aussi de la violence en héritage tout au long du récit. Oui. Alors, pas tant peut-être l'héritage biologique, parce que je doute fort que ça se transmette dans les gènes, mais voilà, Carrel grandit avec un père violent, maltraitant, une mère très ambivalente, hein, sur laquelle on reviendra plus tard. Il y a de fortes chances pour qu'il la reproduise, cette violence. On sait très bien que ça se passe souvent comme ça. Et c'est une question torturante pour lui, et c'est ce qui fait que d'ailleurs il vaut mieux que son père, c'est que il a très peur de suivre ses pulsions, de battre à son tour, de tuer à son tour, comme son père finalement a fait ou a voulu le faire avec ses propres enfants. Et donc effectivement, c'est un peu un des fils rouges du récit que de savoir si Carrel vaut mieux que son père ou finalement s'il va reproduire. En fait, la question, c'est peut-être pas tant l'héritage, mais que le déterminisme, en fait. Oui, alors, moi je suis pas légitime pour trancher ces questions-là. J'ai vu autour de moi toutes sortes de trajectoires, hein, des enfants dont on pouvait se dire qu'ils étaient bousillés, qui finalement devenaient des adultes heureux, aimants et bienveillants, et d'autres qui, avec effectivement des enfances tout aussi dures, reproduisaient à leur tour les violences qu'ils avaient subies. Je crois que c'est très difficile de savoir ce que pèse exactement le déterminisme, mais en tout cas, moi j'ai voulu en faire un élément romanesque fort, hein, que le lecteur, à la fois, soit dans la subjectivité de Carrel, puisque le récit est mené à la première personne, et donc peut-être ait de la sympathie pour lui, et en même temps le voit se débattre avec des aspects de sa personnalité qui ne sont pas très sympathiques, justement. Oui. Et je voulais que le lecteur, la lectrice, à la fois puisse aimer ce personnage et en même temps avoir une forme de répulsion aussi, parce qu'il fait des choses qui sont moralement répréhensibles. Mais à la différence de son père, il a des scrupules, il a des remords, et il y a une forme de rédemption, il me semble, quand même, pour lui. Ce qui n'est pas le cas pour son père. Oui. Mais du coup, cette question, elle est... comment dire le récit peut sembler assez noir. C'est la description de la vie de cette famille. On pourrait presque s'imaginer dès les premières pages connaître l'issue en fait, du récit. On pourrait presque avoir l'impression de deviner leur destin. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez à rebrousse-poil en fait, des idées reçues. Et ce qui est très intelligent, en fait, c'est que vous permettez d'envisager un autre destin pour eux, qui ne serait pas justement déterminé par les lieux où ils vivent, leurs origines sociales. Il y a quand même cette force-là de pouvoir imaginer autre chose. Ça n'empêche pas le récit d'être noir. Hein. Je crois que on ne peut pas en parler comme d'un feel-good book. Mais c'est vrai qu'il y a des moments quand même un peu lumineux. Alors d'une part, il y a toutes les échappées belles, dans le camp gitan, la colline, etc., la plage, les chansons. Mais c'est vrai aussi que, en définitive, mes trois personnages s'échappent quand même par le haut. Même si, on ne va pas raconter la fin. Voilà. J'ai quand même voulu laisser une petite perspective heureuse à la fin, mais c'est pas non plus, c'est pas une happy end non plus. Hein. Mais c'est vrai que moi-même, par moments, écrivant ce livre, il y a des moments où j'étais un peu démoralisée parce que j'inventais, parce que j'écrivais, parce que j'imaginais. Et puis, j'avais envie qu'il y ait cette espèce de contrepoint, un peu de jeunesse, d'énergie, de gaieté, de fraternité entre les trois enfants de la famille.
Mais je voulais pas non plus faire d'angélisme, ni écrire un roman qui serait mièvre et qui se terminerait inexplicablement d'une façon vraiment trop heureuse. Oui, et puis il y a toutes les rencontres aussi qu'ils sont amenés à faire, et notamment avec le camp de Gitans, qui est juste à côté de la cité, qui semble être un territoire coincé géographiquement, mais qui en fait humainement est une ouverture pour eux. Oui, c'est vrai. C'est leur sas de décompression. C'est un peu le sas de décompression. Alors c'est vrai que, bon, pour ceux qui connaissent Marseille et sa géographie, le 14e arrondissement, il est vraiment adossé aux collines, donc la ville s'arrête. Et c'est vrai qu'il y a un arrondissement où il y a à la fois des cités très dures et puis des zones pavillonnaires, où j'ai une de mes sœurs qui vit d'ailleurs, qui sont tout à fait agréables. Mais la ville s'arrête là. Et il y a des camps de gitans sédentarisés à Marseille, mais il y en a un peu partout, j'imagine qu'il y en a à Grenoble aussi. Enfin, il y en a à Villejuif où je vis. Et moi, je me suis inspirée d'un camp qui s'appelait le Passage 60. Alors, j'en ai fait le Passage 50 dans mon roman, mais qui a existé donc, dans le Val-de-Marne, là où je vis actuellement. Et c'est vrai que ces gitans sédentarisés, finalement, ils permettent aux habitants de la cité Artaud de se sentir un peu supérieurs. Il y a pire qu'eux, il y a plus parias que les parias, il y a les gitans, qui sont marseillais, mais pas complètement. Et c'est vrai que pour les enfants de la famille Claes que j'ai imaginé, c'est quand même un espace de liberté, de joie, de fraternité, même si là encore, les gitans, ils sont pas, c'est pas non plus, je répète, je veux jamais idéaliser des choses, mais c'est quand même un endroit où ils se retrouvent entre enfants, où on les laisse tranquilles, où ils échappent à l'emprise toxique du père et à l'emprise non moins toxique de la mère. Ils vont jouer dans la colline et finalement, c'est là où on les laisse être des enfants. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes, à savoir que quand vous écriviez, même vous trouviez vos personnages sombres. Est-ce qu'on arrive à se faire déborder par ces personnages ? Alors déborder, je dirais pas ça. De toute façon, moi je suis assez convaincue par la formule de James Ellroy qui dit qu'on écrit avec sa part d'ombre, parce que finalement, moi j'ai une vie très heureuse, très normée, et peut-être que écrire avec ces personnages de marginaux, d'enfants maltraités, de pères maltraitants, c'est aussi ce qui me permet de tenir à distance mes propres hantises, mes propres angoisses. Mais non, je me fais pas déborder par mes personnages, même si au moment de l'écriture ils sont très présents, je peux avoir le sentiment de vivre avec eux, mais je tiens les manettes, c'est-à-dire que voilà. Il n'y a pas de débordement à proprement parler. Je peux être surprise, il peut y avoir des bifurcations, des choses que je n'avais pas du tout prévues au départ. Mais si vraiment je trouve par exemple qu'il y a des choses trop scabreuses, trop malsaines, alors ça peut vous sembler bizarre parce que mon livre est très scabreux, voilà, j'ai mes propres limites et je peux aussi faire marche arrière dans certains cas. Il n'y a pas de débordement à proprement parler. Et en même temps, le temps de l'écriture, c'est aussi un temps pour moi de vie avec ces personnages. C'est sûr. Alors, on a vu le côté très sombre, on va remettre un petit peu de soleil dans tout ça, et on voulait aborder l'importance de la musique et des chansons qui irriguent complètement votre texte, et on avait l'impression que vous aviez comme créé une bande son en fait complètement de votre roman, ce qui est classique au cinéma mais qui l'est moins en littérature. Alors d'ailleurs, mon éditeur s'est amusé à mettre une playlist sur Spotify, je crois. Bon, je ne l'ai pas écouté, mais bon, on avait vraiment répertorié tous les morceaux qui sont mentionnés. Alors certains sont juste mentionnés de façon allusive, d'autres sont vraiment centraux dans le récit. Ça correspond à une bande-son assez réaliste de ce que peut écouter un garçon qui vit à Marseille, dans les quartiers nord, de la fin des années 80, début des années 2000. Alors, il est un peu plus jeune que moi, mon personnage, mais ça correspond aussi à des choses que moi-même j'ai écoutées enfant, adolescente. Ça correspond à mes goûts, il y a des choses... La plupart des morceaux que je mentionne dans le récit sont des choses que j'aime, y compris Céline Dion, Philippe Laville, pour ne citer que. Et c'est vrai que voilà, je réfléchissais à l'importance de la chanson dans nos vies et de cette culture musicale qu'on a tous, là peu importe l'origine sociale ou ethnique. Enfin, ça va différer bien sûr, mais je pense que la chanson elle joue un rôle important dans nos vies. Et écrivant ce livre, alors j'avais Ayam en tête évidemment, parce que c'est le groupe phare des années 90 à Marseille, c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté. Il y a des chansons d'Ayam dont les textes ont complètement irrigué mon roman, Né sous la même étoile en particulier, mais aussi Petit Frère. Je pense que le personnage de Mohand, il est né en partie seulement de la chanson d'Ayam qui s'appelle Petit Frère. Voilà,
depuis longtemps, de toute façon, je fais arriver des chansons dans mes textes. Et c'est vrai que c'est difficile parce que comment écrire la musique? Enfin, quand on n'est pas musicien et quand on n'écrit pas une partition, et comment faire ressentir à des lecteurs qui peut-être ne connaîtront pas les chansons dont je parle, comment de leur donner envie de les écouter, ça c'est sûr, mais peut-être même les leur faire entendre alors même qu'ils sont en train de lire et qu'ils sont face à la page. Et c'est vrai qu'effectivement, au départ, je voulais même que chaque chapitre ait comme titre un titre de chanson. Je l'ai fait pour beaucoup. Oui. Il y a du Eros Ramazzotti, par exemple. Belle. Oui. J'ai une faiblesse pour Eros Ramazzotti, j'avoue. Mais ça marchait pas. C'est-à-dire que de façon ça aurait été trop artificiel et trop mécanique. Du coup, j'essayais de faire coller le contenu du chapitre au titre que j'avais prévu. Et ça donnait quelque chose d'artificiel et qui m'allait pas. Mais c'est vrai que très souvent, le chapitre est construit autour d'une chanson. Et des paroles de la chanson, bien sûr, mais aussi de la musique. Et du coup, effectivement, il y a du Richard Cochiante, il y a YAM, il y a NTM aussi. Même si NTM, c'est les Parisiens, donc il ne faut pas aimer. Mais je me suis un peu fait plaisir, parce que vraiment, ça correspond à mes goûts. J'écoute aussi bien de la musique classique que de la variété, de la pop. Il y a Michael Jackson, bien sûr, et Marvin Gaye, bien sûr. Alors, je dis bien sûr parce qu'en fait, j'ai beaucoup pensé à Michael en écrivant ce livre et à Marvin en écrivant ce livre. Parce que pour moi, ils ont été à leur façon des enfants martyrs. Enfin, on sait très bien que Michael, il a été tapé, frappé, dressé par son père pour être une petite machine à rapporter de l'argent. Et Marvin, lui, il a été tué par son père. Donc voilà, c'était pour moi deux figures de fils auxquels leurs pères ont fait beaucoup de mal. Bon, j'écoute beaucoup et du Michael et du Marvin. Et c'est vrai que... Et du coup, le parallèle est évident avec les enfants, en tout cas les deux premiers enfants de la famille qui sont beaux comme des dieux et que le père va traîner de casting en casting comme des deux fois, on va dire. Oui, c'est ça. Mais dans l'espoir qu'ils rapportent de l'argent, quoi. Le père veut capitaliser la beauté de ses deux aînés et ça ne marche pas vraiment, enfin en tout cas pas comme lui l'aurait aimé, mais oui, j'ai beaucoup pensé à ces enfants dont on essaie de faire des stars dès leur plus jeune âge et on voit bien avec Britney Spears, on voit bien avec Michael que ça donne des adultes qui n'en sont pas. Je pense qu'un enfant qu'on a privé de son enfance ne sera pas un adulte en fait. Et ma théorie sur Michael, c'est ça, c'est qu'en fait, c'était un enfant. Je reviens juste sur le fait de la chanson, en fait, comme c'est peut-être aussi une forme de culture commune pour ceux qui connaissent Marseille, ceux qui n'ont jamais lu Rebecca Alighieri, ceux qui découvrent, ceux qui... Enfin, j'ai l'impression que on les connaît tous, ces chansons, en fait. Ils sont tous... effectivement, que ça peut, entre le lecteur et... Faire des liens, en fait, entre les... C'est des chansons qui ont baigné la vie de toute une génération. Oui, alors justement, je pense que pour les plus jeunes... mais par exemple, vous, je suis pas sûre que vous connaissez Philippe Laville. Vous êtes trop jeune. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc ça fait du bien. C'est générationnel. Voilà, c'est quand même... On sait très bien qu'il y a... Alors, autant Michael traverse les générations... Autant malheureusement Philippe Laville, je crois que il faut être une quinquagénaire pour aimer. Pareil pour Eros Ramazzotti. Vous savez, Eros quand même. Voilà, donc ça crée du lien, c'est vrai. Pour les meilleures chansons, je pense qu'elles traverseront le temps sans problème. Des chansons un peu plus cheap, comme Il tape sur des bambous. Ça va rester cantonné à une génération. Mais c'est vrai que ça peut créer du lien. Bien, et on va faire un petit intermède, si vous voulez bien. Oui, volontiers. Nous offrir une lecture. Alors c'est l'incipit du livre qui donne pas forcément le ton de tout le livre, parce que je l'ai voulu un peu frappant, un peu lapidaire à tous les sens du terme. Qui a tué mon père ? Qui a tué mon père ? À cette question, je crois pouvoir répondre personne. Non pas en raison d'un jeu de mots aussi retors que celui d'Ulysse, mais en vertu de ce que mon père lui-même a dû se dire, pour peu qu'il se soit senti mourir, et qu'il ait vu en face son assassin. Car si personne n'a tué mon père, il n'en demeure pas moins qu'il a été assassiné, et qu'il a connu une mort aussi violente qu'infamante, à 2 pas de la cité où il avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte, adossé à un tas de gravats dont émergeaient des bouts de ferraille difficiles à identifier.
Il a vu en face le visage de son assassin, car ce face-à-face faisait partie du contrat. Il fallait qu'il sache qui lui portait le coup fatal, qui avait jugé qu'il était indigne de vivre et qu'il l'avait sans doute toujours été. Car l'indignité ne datait pas d'hier et mon père était en sursis. Simplement, il avait fallu attendre le début du nouveau millénaire pour que la sentence soit enfin exécutée. Les années 2000, mon père ne les verrait pas. Qui a tué mon père ? Personne, et beaucoup de gens. Ou plus exactement, beaucoup de gens auraient voulu tenir la pierre qui lui a fracassé le crâne, réduisant son occiput en bouillie, puis s'acharnant méthodiquement sur son visage, massacrant ce qui lui restait de beauté, ce qui n'avait pas été excavé par l'héros, jauni par la clope, bouffi par l'alcool. Beaucoup de gens auraient voulu tenir cette pierre, mais un seul l'a fait, et son nom est personne. Il y a quelques années, j'ai consulté un hypnothérapeute. Je voulais me débarrasser de mes propres addictions, et j'avais entendu dire le plus grand bien de ce psychiatre et de ses pratiques. À la première séance, j'ai passé un préambule assez classique. Il m'a demandé de me représenter un vase, de le lui décrire, puis de laisser les images venir à moi. Dans ce cabinet cosy du cours Pierre Puget, qui sentait le lys et l'encaustique, je me sentais bien, détendu, presque heureux. Le psy m'avait mis en condition et je flottais dans un état de conscience à peine amoindri. De l'autre côté de la fenêtre, les platanes étaient d'un vert tendre et j'ai eu un instant l'espoir que tout pouvait s'arranger, que j'allais laisser là le dur fardeau d'exister et repartir léger, comme à neuf, semblable aux bourgeons duveteux des platanes. Je vois plutôt une coupe qu'un vase, un trophée sportif, non, mais c'est en métal en tout cas, froid, dur. Je me demande si ça n'est pas plutôt une sorte d'urne funéraire. Oui, c'est ça, mais en même temps il y a des fleurs dedans. Enfin pas exactement des fleurs mais dont on a coupé la tête. Il ne reste que les tiges. Trois fleurs décapitées. C'est bizarre. Pourquoi mettre des tiges dans un vase ? Le rêve éveillé a continué à l'avenant. En face de moi, le psy prenait furieusement des notes sans faire de commentaires. À la fin de la séance, il m'a seulement demandé si j'avais des frères et sœurs. J'ai une sœur et un frère. À ce moment-là, je les ai revus tous les deux, Hendrika et Mohand. Elle avec sa beauté stupéfiante, ses yeux clairs, ses dents du bonheur. Lui avec son visage étrange, sa lèvre couturée, sa tignasse d'un noir d'encre. On est trois. Oui, nous étions trois à avoir été décapités dès l'enfance. Trois à qui on avait refusé tout épanouissement et toute floraison. Trois à n'être rien, ni personne. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre du livre. Merci. Merci. Ça nous permet peut-être d'aborder le père et aussi la mère, parce que c'est quand même deux personnages qui sont assez... je ne sais pas comment les qualifier en fait. Peut-être vous pouvez nous en dire plus. On va essayer. Alors moi j'ai imaginé un couple mixte, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, dans une cité fictive, donc des quartiers nord de Marseille. Lui est belge, il s'appelle Karl Kleis, et elle est d'origine kabyle, elle s'appelle Luna. Et c'est une sorte de tandem infernal finalement, parce que bon, ce sont un peu des marginaux, des espèces de brocs qui échouent dans la cité, tous les deux. Ils vont avoir 3 enfants. Et autant le père, finalement, je pense qu'on peut dire qu'il est une espèce de sociopathe monstrueux, qui vit de trafic, qui sadise ses enfants et sa femme. Elle, c'est plus ambigu, parce qu'elle est très en retrait, on ne sait pas bien ce qu'elle pense, mais l'idée, c'est quand même que, voilà, finalement, comme souvent dans des couples maltraitants, voilà, la violence de l'un se potentialise, enfin, voilà, c'est un mauvais assemblage, on va dire. Et alors le père martyrise surtout le petit dernier qui est un peu souffreteux, qui a pas mal de handicap et de disgrâce physique, mais il n'épargne pas les aînés. Et la mère, au contraire, finalement, elle protège beaucoup ce petit dernier qui est un peu son enfant, qui est le seul qui porte un prénom kabyle. Et en même temps, on sent bien qu'elle n'est jamais plus heureuse que quand il est malade, parce que quand il est malade, il est à sa merci, il est à elle, hein, il est sa chose. Et elle n'a pas envie qu'il guérisse, elle n'a pas envie qu'il aille bien, elle n'a pas envie qu'il lui échappe. Et c'est pour ça que finalement, elle fait autant de mal à cet enfant que le père avec ses insultes et ses coups. Donc voilà, elle est peut-être plus indéchiffrable, plus énigmatique que lui, mais en définitive, tous les deux font du mal à leurs enfants. Et elle ne protège pas, ou très mal, ou très peu, ses enfants.
Et il y a cette opposition en fait entre les deux aînés qui sont a priori beaux comme des dieux, hein, je crois que vous l'écrivez comme ça, et le petit dernier qui, comme vous le disiez, a beaucoup de disgrâces physiques. Pourquoi vous avez voulu opposer ces deux... Alors j'ai pas voulu les opposer. Enfin, pas les opposer, mais Ouais. que les enfants soient aussi différents en fait. Bon, alors après, c'est vrai que souvent dans mes livres, moi j'ai des physiques extrêmes, hein. Soit les gens sont très beaux, soit ils sont très laids. Alors, c'est pas du tout réaliste parce que la plupart des gens, finalement, ils ont un physique ordinaire, ils sont ni beaux ni laids, hein. C'est le cas de la plupart des gens, moi y compris. Mais c'est vrai que d'un point de vue romanesque, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de parler de beauté sensationnelle ou de laideur un peu rédhibitoire. Cela dit, Mohand, alors j'ai essayé de faire en sorte finalement de le rendre extrêmement séduisant en dépit de sa maladie, de ses handicaps, donc effectivement un strabisme, un bec de lièvre, bon, opéré mais quand même visible, plutôt un petit gabarit. Et je pense, enfin du moins j'espère que plus le récit avance, plus le personnage prend de l'ampleur et plus on voit sa beauté en réalité, qui est une beauté étrange, atypique, mais une beauté incontestable. Et de toute façon, ça aussi, ça fait partie des choses que je trimballe un peu de livre en livre. Je pense que le désir va où il veut, c'est-à-dire que libre à nous de désirer des corps abîmés, délabrés, gros, maigres, enfin... Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est présent dans tous mes récits. L'idée qu'on n'est pas obligé de suivre les standards et d'aller vers ce qu'on nous désigne comme étant beau et désirable. Et Mohand, j'espère avoir fait en sorte que le lecteur le trouve à la fin tout aussi beau que son frère et sa sœur, qui eux ont tous les attributs de la beauté traditionnelle, hein, effectivement, des boucles noires, des yeux clairs, une peau dorée, des traits réguliers. Mais Mohand, en tout cas moi, à le décrire, j'ai pris plaisir et j'ai essayé de le rendre séduisant, désirable, intéressant et voire héroïque. Alors, il est un peu le héros du récit en définitive. Si on revient sur l'ensemble de votre œuvre, à quel moment vous avez décidé de publier sous deux noms différents ? Alors effectivement, ça s'est passé en 2013, mais ça couvait déjà depuis quelques temps. Alors, c'était un raisonnement dont j'ai pas lieu d'être fière, hein, mais c'est vrai que j'avais très peu de lecteurs en fait, sous le nom d'Emmanuel Bayamaktam. Et un jour, je me rappelle, je dis à mon conjoint, ouais, moi aussi, tu vas voir, je vais écrire des best-sellers, je vais mettre du sexe, des crimes, mais ça va être vite fait, je vais vendre à tour de bras. Et sauf qu'en même temps, je n'assumais pas du tout ce projet. Donc je m'étais dit, voilà, tu vas prendre un pseudonyme, Rebecca Alighieri, personne ne saura que c'est toi, tu publieras chez un autre éditeur, et tu pourras écrire tes petits romans noirs, bien sensationnels, bien clinquants, bien sexy, bien affreux, et tu gagneras beaucoup d'argent, et du coup tu auras beaucoup de temps pour écrire ce qui te tient vraiment à cœur, à savoir tes vrais romans. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, en écrivant Husbands, je me suis prise au jeu, et en fait j'ai aimé écrire ce livre, et finalement, quand j'en ai parlé à mon éditeur, il a voulu le publier. On a un peu essayé de faire en sorte qu'on ne sache pas que j'étais Rebecca Alighieri, mais finalement très vite, voilà, il n'y a pas eu d'omerta, les gens, enfin, très vite, de toute façon, j'ai eu envie d'assumer ce livre-là aussi. Et puis surtout, il n'a pas du tout marché. Donc mon idée d'écrire un best-seller en y mettant tous les ingrédients, ça ne marche pas du tout. En fait, si on connaissait les ingrédients, tous les écrivains seraient très riches. Et en même temps, moi, ça m'avait donné une liberté folle. C'est-à-dire que ce pseudonyme, ça a eu sur moi des effets psychotropes. C'était vraiment comme si j'avais écrit, peut-être pas sous acide, mais enfin, en tout cas, en étant complètement désinhibée. Ça m'a donné une liberté qui a profité ensuite à mes autres livres. Et depuis, alors j'alterne. C'est-à-dire que malgré tout, c'est pas la même écriture, ce ne sont pas tout à fait les mêmes thèmes, même s'il y a des thématiques communes. Et puis j'ai l'impression que de toute façon, ça a désinhibé mon écriture. Et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai trouvé un public. C'est-à-dire que à partir de 2013, régulièrement, les gens se sont mis à me lire de plus en plus, etc., que ce soit sous pseudonyme ou pas. Donc je ne sais pas si c'est très clair cette histoire. Et ensuite, pourquoi est-ce que je continue à alterner ? C'est parce que quand j'écris sous pseudonyme, c'est très scénarisé, je sais ce que je vais écrire, j'ai mes scènes, j'ai ma fin, j'ai mes personnages dès le début. Et quand j'écris sous mon vrai nom, en revanche, je pars un peu à l'aventure sans savoir où le livre va me mener.
Mais vous programmez quelque part quel livre et sous quel nom vous allez écrire? Est-ce que vous dites, J'alterne. vous faites une vraie alternance, voilà, c'est réfléchi Là, comme ça. Comme je viens de publier Alighieri, j'écris un Bayamac. Alors, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Hein. J'ai l'air, mais non, c'est vraiment pour plus de clarté. Et de fait aussi, peut-être que Alighieri... voilà, Alighieri, par exemple, c'est le dernier, on parle de chansons et de culture populaire. C'est vrai que quand j'écris sous mon nom, je convoque plutôt des références peut-être plus académiques, plus poétiques, plus savantes. Alors, peut-être qu'un jour les deux écritures se rejoindront, ou peut-être qu'un jour j'aurai besoin de la troisième hétéronyme. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, je programme. En tout cas, j'alterne. Voilà. Parce que... Et je sens bien que j'ai raison de faire, puisque d'habitude, quand je venais de publier un livre, il me fallait au moins 1 an de jachère pour retrouver une espèce d'énergie, de désir, engranger des idées, etc. Et là, comme ça n'est pas la même plume, on va dire, finalement, peu de temps après avoir fini celui-ci, je suis repartie sur un autre, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et là, c'est comme si finalement, je ne mobilisais pas les mêmes, j'allais dire les mêmes énergies, j'aime pas trop ce mot, mais pour écrire l'un et l'autre. En préparant la rencontre, on a lu, alors je ne sais plus dans quel article, mais que Philippe Lançon avait dit que Rebecca était la version pop d'Emmanuel. Vous êtes d'accord avec cette définition? J'ai adoré cette formule, c'est vrai. C'est vrai que Rebecca Alighieri, c'est une écriture plus immédiate, plus directe, plus romanesque. Alors, en même temps, je lâche rien sur l'écriture au sens où c'est pas d'un côté il y aurait une écriture érudite, sophistiquée, savante, et de l'autre un truc un peu au rabais. Non, les deux sont très écrits. Mais c'est vrai que, alors plus ou moins consciemment, je mobilise pas la même culture pour l'un et pour l'autre. J'ai aussi un ami qui m'a fait remarquer que c'était un peu genré, finalement, que voilà, finalement les narrateurs étaient des garçons ou des hommes quand j'écrivais sous pseudo, et plutôt des filles, encore que ce sont des filles souvent un peu intersexuées, quand j'écrivais sous mon vrai nom. À vérifier, mais il y a quelque chose effectivement de ça. On avait une question justement là-dessus. Ouais. Ça nous a interpellé aussi cette. Oui, du coup, on avait vraiment l'impression, on avait une sorte d'impression que vous aimiez bien les personnages féminins quand il s'agissait d'Emmanuel, oui. Et puis du coup, une prédilection pour les personnages masculins dès que c'était Rebecca. Oui, c'est vrai, mais c'était l'inconscient doit travailler, parce que moi, je l'avais pas du tout, c'est pas quelque chose que j'ai théorisé ni conscientisé. Cela dit, la nuance que je peux apporter, c'est que quand j'écris sous mon nom, et ça c'est vrai depuis le premier roman que j'ai publié chez Powell en 1996, j'ai souvent des personnages qui sont ni filles ni garçons en fait. Donc soit trans, soit intersexués. Et c'est vrai pour Arcadie, mais c'est vrai pour le livre que j'écris en ce moment, c'est vrai pour le premier livre que j'ai publié, Ré de cœur, cette histoire d'un garçon qui finalement ne se sentait bien que quand il s'habille en fille. Et j'ai souvent des personnages comme ça qui échappent aux assignations, qui échappent aux assignations de genre, mais aussi finalement un peu à toutes les assignations. J'ai souvent des personnages par exemple dont on ne peut pas dire s'ils sont noirs ou blancs. Michael encore sans doute. Mais voilà, alors parce qu'ils sont métis, c'est que du coup on ne sait pas très bien voilà, où les ranger. Donc j'ai souvent des personnages qui sont comme ça, des électrons libres sur l'échiquier social, dont qu'on ne sait pas très bien où ranger. Et pour rester un petit peu sur les personnages, donc vous nous avez bien expliqué la différence de style littéraire en quelque sorte. Oui. Il y a quand même, on avait l'impression qu'il y a quand même quelque chose de commun à vos livres, c'est ces personnages, parce qu'ils sont toujours en marge, justement, c'est ce que vous disiez, hein, et refusent en fait les normes de la société qu'on leur impose. Et ça, c'est assez enthousiasmant en fait, ces livres avec ces personnages qui se battent sans arrêt et qui veulent sortir du cadre, en fait, sortir des normes. Alors ça, c'est la grande liberté que permet la fiction, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, rien ne m'empêche d'inventer des personnages hors normes, avec l'idée que c'est souvent dans les marges que la société à venir s'invente. On voit bien que les luttes pour les droits civiques, les luttes pour les droits LGBTQIX et plus, elles se sont d'abord inventées dans les marges, et puis elles sont en train d'infuser, du moins on peut l'espérer, la société. Donc en ayant comme ça des personnages un peu marginaux, quoi que ça veuille dire, j'ai l'impression de toute façon que la fiction peut préparer la société à accepter des changements positifs, plus de tolérance et plus d'acceptation. Et ça permet aussi d'avoir un regard plus aigu, plus critique sur le fonctionnement du monde social, parce que quand on est bénéficiaire de ce fonctionnement,
quand on est finalement comme moi, hein, voilà, quinquagénaire, blanche, bourgeoise, cisgenre, c'est assez facile. En revanche, quand on est exclu de ce fonctionnement, quand on n'en récolte pas les bénéfices, on a peut-être des choses à dire. Voilà, pour interroger le monde tel qu'il va, je pense qu'il vaut mieux être dans la marge. Ce qui est quand même assez rare dans la littérature française actuelle. Il n'y a pas tant de personnages à la marge ou de... Voilà, pour prendre les choses autrement, moi ça ne m'intéresserait pas de raconter un adultère bourgeois ou je sais pas, ou une crise conjugale, Oui, ou bien voilà, ce qui arrive à la famille lambda dans son petit pavillon. Alors que c'est ce que je vis et que je suis très heureuse de le vivre. Mais sur le plan romanesque, ça ne m'intéresse pas. C'est le mot de Tolstoï. Toutes les familles heureuses se ressemblent et les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. On sait très bien que de toute façon, pour une autrice, ce qui est intéressant, ce sont les dysfonctionnements, ce sont les déviances, ce sont les transgressions, les subversions. En tout cas, moi, c'est mon carburant littéraire. Vous voulez revenir également sur la manière dont vous préparez en fait l'écriture de vos livres par rapport, si vous vous documentez, parce que par exemple dans Les Garçons de l'été, il y a des tonnes de références et de termes par rapport au surf, par exemple. Vous nous avez parlé un peu du camp de gitans et pourquoi vous l'aviez mis, mais et dans Husband aussi. Le milieu candoliste, c'était une vraie découverte. Vous avez raison, je me documente. Alors, effectivement... Du coup, c'est intriguant. Figurez-vous que Husbands, donc je ne suis pas candoliste, je n'aspire pas à l'être, j'ai fait exactement ce que fait mon personnage dans le récit, c'est-à-dire que j'ai tapé Marie Cocu sur Internet, et le moteur de recherche m'a amené sur des sites candolistes. Donc, incroyable. Pour les néophytes, j'explique, c'est un peu glauque. Les couples candolistes sont les couples dans lesquels l'homme, en général, paie pour voir sa femme coucher avec d'autres. Voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée sur le candolisme, et effectivement, je me suis beaucoup documentée ensuite. Pour le surf, donc, à Marseille, on ne fait pas de surf. Moi, je ne connaissais pas l'océan, je ne connaissais rien au surf, je connais toujours rien, et ça a nécessité beaucoup de recherches documentaires, et en l'occurrence, heureusement qu'il y avait Internet, parce que du coup, j'avais accès à des vidéos. J'ai dû manger des heures et des heures de vidéos de surf, et puis beaucoup de surfeurs en fait, qui racontent ce qu'ils appellent leurs sessions, mais vraiment, ils les racontent dans le détail, en donnant le nombre de vagues qu'ils ont prises, si elles venaient de la gauche ou de la droite. Et donc au moment où j'écrivais ce livre, j'étais incollable sur le monde du surf, et aujourd'hui j'ai quasi tout oublié. Il me reste quelques termes. Mais vous êtes quand même doué, parce que tous ces termes techniques pour des néophytes, justement, ça pourrait être extrêmement ennuyeux. Alors que vous rendez ça extrêmement vivant. Enfin, même on a envie de faire du surf après. Oui, on a envie de faire du surf, c'est vrai. Ça marche un peu moins pour les candolistes, mais pour le surf, on peut dire. Alors, non, j'ai quand même des lecteurs qui m'ont dit avoir été gênés par le lexique anglophone, en fait. Parce que j'ai pas mis de notes. J'aime pas beaucoup les notes, en fait. Je trouve que ça fait obstacle à la lecture, les notes en bas de page ou même en fin de volume. Mais j'ai quand même des lecteurs qui ont été gênés par l'abondance des termes techniques. Donc, moi, j'espérais effectivement que des lecteurs aussi néophytes que moi en matière de surf arriveraient à s'immerger dans ce monde. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui m'ont dit non, il aurait fallu un lexique du surf à la fin. Peut-être une toute dernière question par rapport au fait qu'on l'a vu dans la présentation, vous êtes fidèle à votre éditeur aux éditions POL. Cependant, vous avez publié en 2019 un livre, un roman jeunesse qui s'appelle Éden et qui est publié à l'École des loisirs. Et on se demandait pourquoi avoir choisi ce terrain-là. Je dois dire que c'est une sollicitation extérieure. C'est une éditrice de l'École des loisirs qui est venue me parler, me demander si ça m'intéressait. Et ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que j'avais jamais imaginé écrire pour la jeunesse, et en même temps j'avais une histoire. Une histoire dont je voyais bien qu'elle trouverait difficilement sa place dans un roman pour adultes. Et du coup j'ai accepté, et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, qui s'intitule Éden. Et si Poel avait une branche jeunesse, j'aurais sans doute publié chez Poel, mais là en l'occurrence ça a été une rencontre aussi avec cette femme, et avec qui j'ai sympathisé et qui m'a beaucoup aidé à écrire ce livre. Mais c'était pas du tout... j'y avais jamais pensé. Et en même temps, c'est pas très différent d'écrire pour la jeunesse. Et par ailleurs, c'est quand même une question qui me travaille beaucoup et qui, j'imagine, aussi vous préoccupe, vu le métier que vous exercez. C'est
comment faire lire des enfants, des adolescents, par quel livre les amener à quitter leur téléphone et Netflix. Et donc, voilà, j'ai un peu écrit le livre que j'aurais voulu lire à 12-13 ans. Et je continue à me poser cette question, hein, comment amener à la lecture des enfants qui ont aujourd'hui tellement d'autres tentations, tellement d'autres sollicitations. Eh bien, notre entretien s'achève. Merci pour votre présence. Merci à vous tous. Merci à notre collègue Alix pour la captation vidéo. Oui, merci.